En ce moment, on voit sur les réseaux sociaux une vidéo assez ancienne, mais qui a été faite par l'actuel ministre de la Santé des États-Unis, donc Robert Kennedy, qui connaît très bien le sujet des vaccins, qui a une énorme équipe scientifique qui travaille avec lui de très haute qualité, que je connais parce que je travaille avec eux depuis des années, donc ils connaissent très bien leur sujet. Et il rappelle que le vaccin Gardasil, dans les essais cliniques officiels, il est 37 fois plus mortel que le cancer du col de l'utérus lui-même, qu'il est censé prévenir. Bonjour et bienvenue sur Nexus. Aujourd'hui, nous allons accueillir la pharmacienne biologiste Hélène Banoun pour faire un point de rentrée sur les différentes campagnes de vaccination en cours en France. Mais avant, je vous rappelle que Nexus est d'abord et surtout un magazine papier, 100% indépendant et sans publicité, qui existe maintenant depuis 25 ans. En vous abonnant ou en l'achetant, vous nous soutenez dans notre travail et vous nous permettez de produire aussi des contenus en ligne gratuits comme celui-ci. Hélène Banoun, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter et bravo à Nexus pour son travail d'information indépendante. Merci à vous pour avoir accepté mon invitation. Donc pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, je rappelle que vous êtes une ancienne chargée de recherche à l'INSERM, que vous êtes aujourd'hui en retraite, mais que vous continuez à faire des recherches en indépendante et vous publiez d'ailleurs, on peut retrouver vos travaux sur le site ResearchGate, c'est ça? Oui, alors ResearchGate, c'est ma page de chercheur. Et puis aussi sur le site ORCID, le site officiel, mais ça c'est pour les chercheurs, où vous retrouvez mes publications et puis mes expertises, puisqu'on me demande, je suis beaucoup sollicitée pour relire des publications et donner mon avis dessus, en particulier sur les vaccins. Voilà. Vous êtes aussi membre de l'EMCIB, alors vous allez m'aider, c'est l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante. Voilà, exactement. Voilà, qui va fêter ses 10 ans et qui donc va bientôt faire son 10e congrès à Paris le 27 septembre. Oui, avec, il me semble qu'il y a quelqu'un d'important qui est invité, Pierre Cory. Vous pouvez nous en parler, toucher deux mots? Docteur Pierre Cory, qui est comme formation, qui est médecin urgentiste spécialisé en pneumologie. Et donc, il y a un peu, disons, pour aller vite, le professeur Perron, professeur Raoult des États-Unis, puisqu'il a tout de suite voulu soigner les malades de la Covid, et il a mis en avant en particulier l'ivermectine, qu'il a beaucoup utilisé. Et là, il viendra parler au congrès de l'EMCIB du DMSO et du dioxyde de chlore, qu'il a beaucoup étudié également. D'accord. Et puis, vous êtes aussi une participante fidèle et régulière depuis avril 2021 aux réunions du Conseil scientifique indépendant, le CSI, qui continue à faire des réunions, je crois, un jeudi sur 2. Voilà, sauf cet été, là, on se met un petit peu au repos parce que bon, c'est un peu la course tout le temps, voilà. Mais donc, on recommence le 11 septembre. D'accord. Eh bien, alors nous allons commencer ce tour d'horizon des campagnes de vaccination en cours en France avec finalement quelque chose qui a été déposé, une proposition de loi qui a été déposée là, le 11 juillet dernier par Agnès Firmin-Lebaudot, je crois, qui est une ancienne ministre, qui est maintenant députée Horizon, mais c'est un projet qui est soutenu par le gouvernement. C'est celui de réinstaurer une obligation vaccinale contre la grippe pour les soignants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît justifié, utile, efficace? Alors moi, j'ai cherché un petit peu dans la littérature, puisque c'est la base de mon travail. Je cherche dans la littérature scientifique, dans les publications qui ont été expertisées par les pairs. Et j'ai trouvé énormément d'arguments contre cette obligation, au niveau de l'efficacité, évidemment. Donc, par exemple, je vais vous les lister un petit peu, les arguments. Il faut savoir que le vaccin grippe, il augmente le risque d'être infecté par le virus chez les professionnels de santé. Ça, c'est une étude récente sur la saison 2024-2025 qui a été publiée par la Cleveland Clinic. La Cleveland Clinic, c'est une grosse mutuelle, une assurance santé aux États-Unis qui a beaucoup d'hôpitaux. Et donc, sur leur personnel de santé, sur 50 000 personnels, ils ont montré que plus on était vacciné contre la grippe, plus on avait un risque d'être infecté. Voilà. Ensuite, il y a pour les personnes âgées, parce qu'on a entendu aussi parler d'une éventuelle obligation des personnes âgées en maison de retraite.
Et donc, on a une revue de la Cochrane. La Cochrane, ce sont des spécialistes des méta-analyses, donc qui relisent toutes les publications scientifiques. Une publication de 2005 qui montre qu'il n'y a pas de différence sur le nombre de résidents qui contractent la grippe ou qui vont à l'hôpital selon qu'ils sont vaccinés ou pas. Voilà, donc ça n'a pas d'intérêt là-dessus. Il faut savoir aussi que les personnes vaccinées, ça c'est une étude de 2018, elles excrètent 6 fois plus de virus lorsqu'elles sont infectées que les personnes non vaccinées. Donc, elles sont plus susceptibles de le transmettre. Donc, quel est l'intérêt de vacciner des soignants si déjà ils sont plus malades et quand ils sont malades, ils vont plus transmettre le virus. Enfin, vraiment, ça ne fonctionne pas du tout. La vaccination, ça a été montré qu'elle n'empêche pas la transmission. Ce n'est pas étonnant vu tout ce que je viens de vous dire, en particulier au sein des familles. Hein. Plus on vaccine, moins le vaccin est efficace et les personnes vaccinées transmettent. Il y a une autre étude de 2005 qui montre qu'il n'y a pas de corrélation entre l'augmentation de la couverture vaccinale et la baisse du taux de mortalité. Donc, voilà, il n'y a pas de corrélation. Une autre méta-analyse de 2012. Le taux vaccinal actuellement de la population française et de la population âgée en particulier? Alors, écoutez, je ne sais pas trop, ça j'avoue que je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est en baisse de toutes les façons depuis les gens qui se méfient des vaccins depuis la Covid, et donc c'est en baisse, hein, surtout chez les personnes âgées qui sont la cible un peu. Hein. Et de toute façon, bon, s'il n'y a pas de lien, ça ne change rien. On a aussi une méta-analyse de 2012 de l'Institut Johns Hopkins, donc qui ne peut pas être soupçonné d'antivax, qui dit que les preuves de l'efficacité du vaccin chez les plus de 65 ans font défaut. On a une autre étude Cochrane de 2020, donc assez récente, qui affirme que les données disponibles sont de mauvaise qualité et ne fournissent aucune indication sur la sécurité, l'efficacité ou l'efficience des vaccins contre la grippe chez les plus de 65 ans. Et une autre étude de 2020 qui nous confirme que le vaccin ne réduit pas les hospitalisations ou la mortalité chez les plus de 65 ans. Bon, ça, c'est quelques études, mais il y en a certainement d'autres. Hein. Alors, je vous ai dit rajouter aussi quelques petites choses sur les enfants, parce qu'on parle aussi de vacciner les enfants. Et il faut savoir que chez les enfants, on a constaté une augmentation du risque d'infection respiratoire aiguë, toute infection respiratoire, causée par des agents pathogènes qui ne sont pas la grippe, mais après une vaccination anti-grippe. Donc, les enfants qui sont vaccinés contre la grippe, ils ont plus tendance à faire des infections respiratoires autres que la grippe. C'est pas tout à fait la même chose que l'effet ADE, parce que là, du coup, ça favorise une autre maladie, enfin une autre infection que celle pour laquelle on est vacciné, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est encore un autre mécanisme. C'est une facilitation non spécifique, disons. C'est une perturbation du système immunitaire qui amène à une susceptibilité augmentée envers les autres infections respiratoires. Et une revue Cochrane qui nous dit que le vaccin n'a pas prouvé son efficacité chez les enfants, les personnes atteintes de BPCO, c'est-à-dire de bronchopneumopathie chronique obstructive et de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, en gros, alors j'ai regardé aussi les avis des officiels français. Donc on a Odile Launay qui est coordinatrice d'un centre de vaccinologie de Cochin-Pasteur, de l'hôpital Cochin-Pasteur. Elle disait en 2019 que le vaccin grippe est un pari renouvelé chaque année. Nous avons aussi Agnès Buzyn qui reconnaissait aussi en 2019 que c'était aussi un pari renouvelé chaque année et que son efficacité était très variable et imprévisible. Et il faut aussi rappeler qu'en 2023, donc c'est très récent, la HAS, la Haute Autorité de Santé, elle a rappelé que le rang obligatoire pour les soignants, ce n'était pas approprié, vu son manque d'efficacité. Voilà. Ah, ouais. De toute façon, j'ai aussi vu passer des courbes des CDC sur je crois, depuis 83, 84, et en fait, l'efficacité, on voit bien, ça peut être 60, 20, 40, enfin, c'est... Alors voilà, là, j'ai une courbe sur les yeux, j'ai une courbe sur les yeux, mais je voulais pas passer en PDF, mais sur une étude chez les plus de 65 ans, où il conclut justement à une efficacité de 22%, qui est déjà faible, mais quand on regarde la courbe qui montre en fonction du temps après le vaccin le nombre de cas positifs, elles sont parfaitement superposées.
Donc je ne sais pas par quel artifice statistique ils arrivent à trouver 22% d'efficacité, mais d'après leur courbe, c'est 0. Elles sont collées les unes sur les autres, quoi, voilà. Donc la courbe des vaccinés, des non vaccinés, le nombre de cas, voilà. Donc en fait, tout ça, c'est des artifices statistiques, mais il n'y a pas d'efficacité, en fait. Ouais, d'accord, aucun intérêt à cette vaccination. Et dans les effets indésirables, en fait, à part le fait que ça peut favoriser, la maladie, voire peut-être pour les enfants d'autres infections, c'est tout ce qu'on recense ou est-ce qu'il y a d'autres effets indésirables Alors, notables? bon, j'ai pas refait la liste, mais il y a tout un tas d'effets indésirables qui sont souvent communs à beaucoup de vaccins, des maladies auto-immunes en particulier, des maladies Mmh. neurologiques comme les Guillain-Barré, voilà. C'est Mmh. des maladies qui sont souvent, qui apparaissent souvent après les vaccins parce qu'on stimule le système immunitaire et du coup, on Y a des compris après les perturbations. vaccins contre la grippe, d'accord. Voilà, y compris avec la grippe, oui. Et où on en est, du projet de vaccin combiné, grippe, Covid? Parce que ça aussi pour les personnes âgées, je crois qu'en ce moment, ils préconisent, ou recommandent de faire, les 2 en même temps. Covid, rappel Covid et grippe. Mais, alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire, dessus? Et je crois qu'il y a aussi en projet un vaccin qui combinerait les 2, un vaccin à ARN messager qui combinerait les 2 en un. Où Alors on en est de pour l'instant, les recommandations officielles, je suppose pour la rentrée, ça sera donc de faire en même temps, dans chaque bras, le vaccin Covid ARN et le vaccin grippe classique. Bon, mais ça, il y a des études qui montrent que quand on fait les 2 en même temps, et on augmente encore les effets indésirables. C'est pas étonnant puisque chacun a déjà des effets indésirables. Donc ça, les c'est effets indésirables du vaccin Covid ou du vaccin grippe voilà, ou des 2? on augmente les 2 parce que et c'est toujours Mmh pareil, on mh. fait 2 perturbations en même temps du système immunitaire, donc on a plus d'effets, voilà. Ça, c'est donc pour le vaccin classique grippe, mais il y a, des essais pour un vaccin combiné, c'est-à-dire dans la même seringue, un vaccin grippe, ARN et un vaccin Covid ARN. Alors ça, depuis des années, on nous annonce que ça va sortir, mais ça en est toujours aux essais et il semble que en ce qui concerne Moderna, ça ne sera pas disponible à la rentrée. Et pour D'accord. moi, ces annonces, c'est surtout pour maintenir les cours de bourse. Parce que en fait, ces vaccins, ils sortent, ils sont toujours annoncés, ils ne sortent pas. Et en 2024, Pfizer a même annoncé des résultats défavorables. Alors, pour que Pfizer annonce des résultats défavorables, il faut vraiment que ça soit catastrophique, parce que eux, ça ne les gêne pas de donner une efficacité à 95% que ça ne marche pas. Voilà. Mmh. Et tous ces tests, c'est juste des tests d'immunogénicité, c'est-à-dire on mesure le taux d'anticorps, on ne mesure pas l'efficacité protectrice contre les maladies, hein. Ah Donc pour d'accord. l'instant, c'est pas d'actualité. Donc ça, c'est des vaccins ARN et alors, Et pour peut-être que le ça va être moins d'actualité, parce que là, en plus, au moment où on enregistre, on vient d'apprendre que, Robert Kennedy Jr. vient d'annuler le financement de plusieurs vaccins à ARN messager contre, des infections respiratoires aux États-Unis. Je crois qu'il y avait 22 projets, en cours. Ça va peut-être quand même faire un petit peu mal aux fabricants, les États-Unis qui se retirent de financement sur cette, oui, énorme oui. plateforme, sur lequel il y a beaucoup d'ambition, Oui, oui, bon, on voilà. y reviendra après sur Mmh. l'intérêt financier, économique des ARN. Oui, c'est sûr que ça va faire du mal. Voilà, Mmh. donc j'ai quand même regardé un petit peu les effets indésirables des vaccins combinés, donc hein, qui sont Ah, ARN Covid, ARN grippe. L'essai a été fait chez les sujets de plus de 50 ans. Donc et comme ils savent que c'est toxique, puisqu'on va mélanger déjà 2, enfin, dedans, il y a 5 ARN, hein, parce qu'il y a 4, ah, souches grippe et une souche, Covid. Donc ah il oui y a quand même. 5 ARN mélangés. Donc ils ont comparé avec un autre ARN, hein. Ils n'ont pas comparé avec un placebo salin, parce que sinon Mmh mh. ça se verrait trop, quoi. Et donc ils ont comparé avec le Spikevax, c'est-à-dire le vaccin Covid, tout seul, quoi. Mmh Et mh. et et dans le placebo, les gens du groupe placebo, ils ont eu le vaccin Covid tout seul, Moderna, plus le vaccin grippe classique. Voilà, comparé avec le vaccin combiné, vous voyez? Donc pour être sûr Ouais. qu'on n'a pas trop de différence, ben, on prend déjà 2 vaccins qui sont déjà toxiques, voilà. Bon, alors il y a tout un tas Et 5 d'effets, ARN messagers d'un coup, oui, j'avais pas voilà, compris ça. Ça fait quand il y même a tout beaucoup, hein, quand on voit les voilà. problèmes avec un seul. Mmh. Alors, il y a tout un tas d'effets indésirables. Ils ont exclu tout un tas de gens qui sont sensibles.
enfin, je ne veux pas vous donner, qui ont des maladies chroniques, disons. Et voilà, donc les effets indésirables, ils les suivent que pendant 7 jours. Bon, pendant 4 mois au maximum pour toute l'étude, mais en gros, c'est pendant 7 jours. Et d'ailleurs, ils ne nous donnent pas les effets indésirables pour 4 mois. Hein. Ils détaillent pour 7 jours et 8 jours, mais à 4 mois, ils ne nous disent pas. Voilà. Et on voit qu'il y a 20% des participants qui développent des effets indésirables, dont 19% sont graves. Et 75% nécessitent des soins médicaux. Donc, c'est quand même pas terrible. Il y a 2 décès, dont un arrêt cardiaque, et l'autre de cause inconnue. Alors, vous voyez, dans un essai, on vous dit qu'il y a un décès de cause inconnue. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà, donc, et ce n'est pas attribué au vaccin. Enfin bon, on va pas s'étendre là-dessus. C'est jamais attribué au Voilà, vaccin. Oui. Voilà. Et donc, je vous rappelle, quand on fait le vaccin classique grippe et le vaccin ARN Covid le même jour, un dans chaque bras, on a plus d'effets indésirables que si on fait l'un et l'autre séparément. Hein, voilà. Et le vaccin combiné, qui n'est que ARN, grippe et Covid, il est encore plus toxique. Voilà. Bon, on n'arrête pas le progrès. Avec l'ARN messager, oui. Justement, restons dans l'ARN messager, puisque pour les personnes âgées, la même population, il y a aussi des recommandations, il me semble, sur les vaccins contre les VRS, le virus respiratoire syncytial ou syncytial, je ne sais jamais comment on dit, qui serait responsable de certaines bronchiolites, pas toutes, je crois. Alors avant, je voulais juste peut-être une petite précision sur les vaccins, parce que du coup, apparemment, d'après tout ce qui sort, on va avoir des vaccins grippe classiques à la rentrée. On ne va pas avoir les vaccins ARN. Hein. Oui. Et apparemment, il y a des nouveaux vaccins qui sortent, qui sont avec un nouvel adjuvant et qui sont fabriqués, certains d'entre eux, pas tous, sur des cellules de rein de chien. Parce que les vaccins classiques sont fabriqués sur des embryons d'œufs. Et il y a un problème avec les embryons d'œufs, c'est que ça fait muter les virus et puis c'est compliqué. Enfin, il faut s'en produire beaucoup. Donc, avec ces cellules de rein de chien, on s'est aperçu qu'il y avait des possibilités de provoquer des tumeurs parce que c'est des cellules qui sont rendues immortelles, donc qui sont proches des cellules cancéreuses. Voilà. Et donc, il y a des chercheurs qui cherchent à diminuer la capacité cancérigène de ces cellules de rein de chien. Donc voilà, donc les nouveaux vaccins classiques, entre guillemets, contre la grippe, ils ont un danger supplémentaire avec des adjuvants. Les vaccins classiques. Voilà, classiques et cette possibilité de provoquer des zonas. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour finir sur les vaccins grippe. Alors pour la vaccination contre le virus respiratoire syncytial, donc ça, c'est la maladie, c'est la bronchiolite. Qui en fait, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or des labos pharmaceutiques, puisque la bronchiolite, c'est une maladie qui à l'origine qui est bénigne, qu'on sait soigner, mais on ne recommande plus les soins kinés, les soins kinés et les aérosols par nébulisation, on ne le recommande plus. Et comme ça, on augmente la gravité de la maladie, on augmente le fardeau et on peut amener les vaccins. Et donc, c'est la nouvelle poule aux œufs d'or, avec en particulier les populations ciblées, ce sont les personnes âgées, les femmes enceintes et les nourrissons avec pas des vaccins, mais des anticorps monoclonaux. Voilà. Et donc ça a été carrément dit dans les comptes rendus de cours de bourse que ça allait être les nouvelles sources de revenus de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Donc pour les vaccins traditionnels, on a 2 vaccins, GSK, Arexvy, qui est uniquement pour les personnes âgées, parce que dans l'essai GSK, il a été montré que ça augmentait le risque de fausse couche pour les femmes enceintes. Alors, le but, c'est de vacciner la femme enceinte pour protéger le bébé à la naissance avec les anticorps de la maman. Mais avec Arexvy de GSK, ça augmente les fausses couches. Donc, il n'est pas recommandé pour les femmes enceintes. Par contre, Pfizer a fait le sien, qui s'appelle Abrysvo, qui est quasiment le même. Et eux, ils ont vu augmentation des fausses couches, mais ils ont dit c'est pas significatif, ça ne veut rien dire, et ils ont réussi à le faire approuver pour les femmes enceintes, alors que c'est reconnu par toutes les autorités de santé que ça augmente les fausses couches. Voilà. Donc du coup, ils ont réduit mais du coup, je crois qu'il est recommandé dans seulement le dernier mois de grossesse, justement pour. Voilà. Alors justement, il y a des discordances dans les recommandations. Attendez que je les trouve.
Donc, l'Agence européenne des médicaments, elle a recommandé, je crois qu'entre 24 et 36 semaines, mais la FDA, comme elle sait qu'il y a des prématurés, elle recommande juste à la fin de la grossesse. La HAS en France, elle recommande entre 32 à 36 semaines. Voilà. Et en Allemagne, l'Institut, le STIKO, l'Institut qui est équivalent de l'Institut Pasteur, lui, ne recommande pas du tout, à cause justement des risques de fausses couches. Voilà. Donc, et il faut savoir que chez les mamans qui n'ont pas été vaccinées, on recommande le Beyfortus, donc un anticorps monoclonal pour le bébé. Sauf que si le bébé est né prématuré, justement suite à une fausse couche, probablement due à l'injection du vaccin, on considère que, ça c'est officiellement, que la maman n'a pas eu le temps de faire des anticorps, donc le bébé n'est pas protégé, donc non seulement il naît prématuré, le bébé, mais on va lui faire en plus le Beyfortus, donc c'est double peine, voilà. Donc voilà. Vous avez alerté très tôt sur les dangers de cet anticorps monoclonal, le Beyfortus. Donc, pour expliquer aux gens, hein, c'est une injection aussi là directement au bébé, mais c'est pas pour autant un vaccin. C'est un anticorps monoclonal, c'est pas tout à fait le même principe. Un vaccin, on injecte un pathogène, bactérien, virus, ou une partie, ou le gène, pour les vaccins Covid, les vaccins ARN, du pathogène, et on fait fabriquer des anticorps par la personne vaccinée. Pour le bébé, comme de toute façon, il est incapable, quand il naît, il n'a pas le système immunitaire assez construit pour fabriquer des anticorps, on lui injecte directement l'anticorps qu'on a fabriqué dans un laboratoire. Anticorps monoclonal, ça veut dire c'est une méthode de fabrication complètement artificielle de l'anticorps. Et donc, j'ai détaillé dans un article et puis dans de nombreuses publications et de vidéos les problèmes qu'on rencontre avec ce Beyfortus. Alors, en effet, il va réduire les infections AVRS, les bronchiolites AVRS, mais qui sont, je vous rappelle, dans la majorité des cas, des infections bénignes qu'on pourrait soigner. Mais dans certains rares cas, il va aggraver et faciliter l'infection. Ça se voit dans les essais cliniques, ça se voit dans les campagnes post-commercialisation, c'est confirmé. Et aussi, il va faciliter toutes sortes d'autres infections. Il va rendre le bébé plus susceptible à d'autres infections, que ce soit respiratoires ou autres. Donc finalement, le bénéfice, vu le prix de ce produit, il n'est pas prouvé du tout. Et il faut rappeler que la dernière saison, en France, on a eu 5 bébés qui sont décédés de bronchiolite d'après les sources officielles. Et dans les sources officielles, on ne nous dit pas si ces bébés avaient été immunisés ou pas par le Beyfortus. Donc on peut supposer, comme on ne nous dit pas, c'est qu'il l'avait été, parce que si les bébés n'avaient pas été immunisés, on l'aurait crié sur tous les toits. Et donc, il y a eu 5 décès, alors que les années précédentes, il n'y avait pas de décès dû à la bronchiolite. Donc, c'est bien, ça confirme bien ce que j'ai dit malheureusement, que dans certains cas rares, puisqu'il y a eu 5 décès sur je ne sais pas combien, 500 ou 600 000 naissances, il y a une aggravation et une facilitation de la maladie. Voilà. Donc, et pour une efficacité, c'est quoi l'efficacité? L'efficacité réelle, oui, ça diminue les infections AVRS, ça diminue les bronchiolites AVRS, mais ça ne diminue pas les infections respiratoires globalement. C'est-à-dire que ça ne diminue pas le fardeau sur l'hôpital. On a autant d'entrées en réanimation pour les âges vaccinés. Voilà, tout ça, je l'ai détaillé un nombre incalculable de fois. Voilà. Donc ça, c'est prouvé. J'ai tous les documents puis c'est pas qu'en France, hein, c'est dans tous les pays qui ont utilisé ce produit. On n'a pas d'amélioration on n'a pas de décharge de la charge hospitalière en réanimation pédiatrique. Hein. Ça ne fonctionne pas. Au niveau économique, ça ne fonctionne pas. Au niveau individuel, ça peut fonctionner en évitant de bronchiolite, qui est une maladie bénigne, mais voilà, ça n'a pas d'intérêt en fait. Hein. Il y a combien de morts chez les nouveau-nés, de décès dus à la bronchiolite? Voilà, je vous dis, la dernière saison, officiellement, il y en a eu 5, mais les saisons précédentes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des entrées à réanimation, mais il n'y avait pas de décès pour les quelques saisons précédentes. Hein, voilà. On a très peu de chiffres parce qu'il y en a très peu. En fait, c'est pas une maladie grave. C'est très impressionnant, mais c'est pas grave. Voilà.
Oui, le seul intérêt pour les autorités, c'est de réduire la charge hospitalière. Or, en fait, ça n'a aucun impact Non, dessus. non, parce que ça réduit le nombre de bronchiolites à VRS, mais ça ne réduit pas les autres infections, parce que c'est toujours Mmh. pareil, ça provoque une perturbation globale du système immunitaire spécifique qui favorise les autres infections respiratoires. Tout ça, je l'ai expliqué dans un article publié en peer review depuis 2024. Hein, voilà. D'accord. Et alors donc du coup, chez les personnes âgées, quel est l'intérêt de faire cette, vaccination? Est-ce que la bronchiolite, Alors, heu, c'est pareil chez les donne personnes beaucoup âgées, d'hospitalisations, de décès? Mmh. sauf cas exceptionnel, ça donne juste un rhume. Alors peut-être chez des personnes très, très fragiles, ça va être grave, mais c'est comme n'importe quelle infection, donc normalement, c'est pas grave. D'ailleurs, dans les essais cliniques, alors il faut que je les retrouve, mais heu, ils n'arrivent pas à détecter l'efficacité, contre le risque d'hospitalisation parce qu'il y en a très peu. Donc ils n'arrivent même pas significativement à démontrer l'efficacité. Voilà. C'est inférieur à 1 la réduction du risque absolu. En plus, ils calculent l'efficacité sur les cas qui apparaissent plus de 14 jours après le vaccin. Ça, on a déjà entendu ça avec la Covid, hein. Comme ça, tous les gens qui ont un effet ADE, c'est-à-dire de facilitation de la maladie juste après l'infection, eh ben, on les met de côté, on n'en parle pas. Bon, après, ils calculent l'efficacité avec des PCR, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec les signes d'amplification. Voilà. Et ils excluent tout un tas de sujets, dont ceux qui avaient eu, par exemple, un Guillain-Barré, parce que là, c'est reconnu que ça donne des Guillain-Barré, ces vaccins anti-VRS, aussi bien chez les personnes âgées que chez les femmes enceintes. Voilà, donc des maladies neurologiques qui sont quand même assez graves. Ah oui. Voilà. Donc, alors, donc, je vous rappelle, pour les personnes âgées, il y a un vaccin ARN qui est réservé aux personnes âgées parce qu'ils savent quand même que c'est toxique, ils ne veulent pas le donner aux plus jeunes. Et c'est Moderna, et lui, il n'a pas trouvé de problème de sécurité, donc on peut lui faire confiance, hein, puisque c'est eux qui font les essais cliniques. Il y a quand même un décès dans cet essai de vaccin ARN contre le VRS, qui est dû à un problème respiratoire. Et il y a 3 fois plus d'infections dans le groupe vacciné, des infections autres que la VRS. Voilà. Et Mmh ça mh. ne les dérange Mmh pas. mh. Et voilà, donc c'est toujours le même biais, hein, en fait. Il y a pas de surprise, hein, quand on a compris, voilà. Et Mmh. c'est vérifié maintenant, enfin, c'est reconnu qu'il y a un surrisque de Guillain-Barré, avec que ça soit Abrysvo pour les femmes enceintes, Arexvy pour les personnes âgées. D'accord. Dernière, aussi, campagne, en cours, c'est celle contre, les papillomavirus, dans les collèges, hein. Ça fait, 2 ans maintenant qu'il y a une campagne en cours à destination, des élèves de 5e. Et on sait aussi qu'à partir de la rentrée de 2025, elle va être combinée avec une campagne contre les méningocoques A, C, W et Y. Mmh. Qu'est-ce que vous avez à dire contre la 1re campagne contre les HPV? Est-ce qu'elle est vraiment utile, pour ce public-là? Alors Qu'est-ce j'ai qu'on un en peu sait? travaillé dessus. Bon, L'efficacité, voilà, c'est pas mon les sujet de effets indésirables? Voilà, c'est pas mon sujet de prédilection. Je renvoie toujours au travail, énorme qu'ont fait là-dessus les docteurs Nicole et Gérard de Lépine, hein, puisque je crois qu'ils Mmh. ont même, publié un livre, et ils ont fait énormément de conférences, voilà. Et puis aussi, il y a un document qui a été, élaboré par, le collectif Saintois, donc de Saintes, à partir du travail de Gérard et Nicole Delépine. Donc vous pouvez trouver, en allant chercher sur le collectif de Saintes, hein. Qui reprend toutes les publications principales. Donc, moi, j'ai quand même mis le nez dedans pour voir un petit peu ce qui sortait plus récemment. Alors, en ce moment, on voit sur les réseaux sociaux une vidéo assez ancienne, mais qui a été faite par l'actuel ministre de la Santé des États-Unis, donc Robert Kennedy, qui connaît très bien le sujet des vaccins, qui a une énorme équipe scientifique qui travaille avec lui de très haute qualité, que je connais parce que je travaille avec eux depuis des années, donc ils connaissent très bien leur sujet. Et il rappelle que le vaccin Gardasil, dans les essais cliniques officiels, il est 37 fois plus mortel que le cancer du col de l'utérus lui-même, qu'il est censé prévenir. Voilà. Ça, Mmh c'est mh. le taux dans l'essai clinique officiel, hein. C'est des Mmh chiffres mh. officiels. Évidemment, on ne vous les dit pas dans les médias,
mais voilà, ce n'est pas discutable. Et il faut rappeler aussi qu'il n'y avait pas de placebo dans l'essai clinique, puisque le groupe placebo avait été vacciné injecté avec l'adjuvant aluminique, qui est lui-même toxique. Donc évidemment, quand Oui, il faut rappeler que le Gardasil est un vaccin ayant un adjuvant aluminique, fait partie des vaccins, voilà. Alors, et donc Merck, le fabricant, évidemment, les effets indésirables, il a dit, ils ne sont pas liés au vaccin, puisqu'il n'y avait pas de vaccin. Il y avait juste l'adjuvant. Sauf que l'adjuvant, c'est un élément actif aussi. Voilà. Bon. Je vous Il y a renvoie... quand même je crois qu'une centaine de procès en cours, ou au moins des dizaines actuellement aux États-Unis contre Merck et le Gardasil. Alors, il y a des procès, mais Merck a des avocats très, très puissants, et donc il arrive à faire tomber les plaintes, mais ça continue, ça reprend sans arrêt, quoi. Alors, je vous rappelle que donc il n'y a aucune étude randomisée en double aveugle sur la protection contre le cancer, puisque le vaccin, il a été introduit en 2006. On a juste un recul de 19 ans et l'âge moyen d'apparition, il est à 53 ans. Donc, on ne peut pas savoir si ça réduit les cancers. Les études se concentrent juste sur des marqueurs précancéreux, qui sont considérés comme des substituts. Mais ce n'est pas le cancer, c'est des lésions de haut grade dont la majorité régresse spontanément. 93% des infections à papillomavirus se résolvent naturellement. Voilà. Et il faut rappeler que, comme souvent avec ce type de vaccin, la vaccination de masse va déplacer les souches circulantes vers des sous-types qui sont non ciblés par le vaccin. Et c'est pour ça qu'au départ, en 2006, on avait un vaccin à 4 souches, le Gardasil 4, et maintenant on a Gardasil 9, parce qu'il faut augmenter le nombre de souches, parce qu'on augmente le nombre de souches qui circulent. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'études qui montrent qu'en fait, ça ne marche pas et que même on a plus de cancers. Ça peut favoriser le cancer, hein, oui, je crois. On a plus de cancers dans les classes d'âge vaccinées. Alors évidemment, dans les médias, les officiels vont vous dire non, on est en passe d'éradiquer le cancer du col de l'utérus en Australie, par exemple, mais c'est complètement faux, quoi. Parce que quand on regarde les courbes, il était en train de diminuer jusqu'en 2006, et depuis 2006, c'est à peu près stable. Il n'y a plus de diminution globale. Ça a arrêté la diminution. Par contre, dans les classes d'âge vaccinées, ça remonte. Il y a plus de cancers dans les classes d'âge vaccinées. Ça, c'est en Australie. Il y a une étude écossaise qui montre la même chose, de 2004. Pardon. En Grande-Bretagne, c'est pareil. Les cancers augmentent depuis le Gardasil. Les cancers du col augmentent depuis le Gardasil. Ça, c'était en Angleterre. Donc, pareil, en Finlande, ça augmente de 30%. En Norvège, c'est la même chose. Enfin, je ne veux pas vous donner les chiffres précis, mais j'ai les chiffres d'incidence pour 100 000. Ça augmente, quoi. En Suède aussi. Il y a eu un accroissement de 80% pendant les 5 ans qui ont suivi la campagne. Maintenant, ça redevient un peu à la normale. Et la France, qui est un des pays les moins vaccinés, eh bien, c'est elle qui a un des taux les plus faibles de cancer du col de l'utérus. Donc, tout ça, ça va quand même dans le même sens. Hein. Il faut rappeler que ce cancer, il est, d'après les experts, il est évitable à presque 100% par le screening, par les frottis, donc qui permettent de le diagnostiquer ou de pré-diagnostiquer et de l'éliminer. En Angleterre, voilà, ça je vous l'ai dit, on observe une augmentation des cancers chez la classe d'âge de 25-29 ans, qui correspond à la classe d'âge vaccinée. Ça n'empêche pas la transmission entre partenaires, la vaccination, hein, ça n'empêche pas la transmission entre partenaires du papillomavirus. Au Danemark, on a montré que plus le vaccin est récent, plus la prévalence des souches qui ne sont pas dans le vaccin est importante. Donc, c'est pareil, ça déplace. Hein. Donc, mais du coup, on augmente la prévalence de souches contre laquelle la population n'était pas immunisée, puisque c'est des souches qui circulaient moins, mais on les fait circuler plus. Voilà. Une autre étude publiée en 2024 par des spécialistes va montrer que ça n'augmente pas la prévalence, en fait, la circulation des souches qui sont ciblées par le vaccin. Et ça augmente la circulation des souches non ciblées. Encore une autre étude qui dit la même chose. Et on observe une augmentation des lésions précancéreuses par les types de virus qui ne sont pas couverts par le vaccin, dans une population largement vaccinée. Donc c'est toujours la même chose, on déplace et on a des souches qui sont aussi dangereuses, mais qui ne sont pas dans le vaccin. Oui, c'est une sélection, quoi.
Voilà, voilà, donc bon, tout ça, il y a une autre étude encore qui montre la même chose. Dans les pays nordiques, aux USA, en Écosse, au Royaume-Uni, on observe une augmentation récente de l'incidence du cancer invasif du col dans les corps de femmes vaccinées. Bon, tout ça, Mmh. c'est tout un tas d'études qui se confirment les unes les autres, avec toujours la conclusion des auteurs qui disent étonnamment, on trouve ça, on ne comprend pas, voilà, ils ne comprennent pas, mais ils le disent quand même, hein. Donc en gros, pour résumer, on n'a pas assez de recul puisque les premières campagnes, les adolescents qui ont été vaccinés sont pas encore à l'âge où on peut vérifier que le vaccin est efficace et diminue les cas de cancer du col de l'utérus, qui sont pas très nombreux en plus déjà, je crois, à la base. C'est pas un cancer, Oui, très. voilà, les incidences que j'ai là quand on compare, ça va de 6 pour 100 000 en France à, par exemple, 18 en Norvège, vous voyez, parce que justement, après la vaccination, quoi, c'est passé de 14 à 18, voilà. Mmh. Donc, Donc c'est alors, pas un cancer très donc, courant, c'est un cancer par frottis qu'on peut repérer, détecter à temps et agir à temps pour le soigner, quoi. Et en fait, ces vaccins auraient même plutôt, dans ce qu'on voit, tendance, au moins pendant un certain temps, à augmenter et voire à faire des cancers du col de l'utérus, mais à des âges plus jeunes que justement c'est 50 ans, 50-53 ans. c'est-à-dire, c'est que C'est ça? comme à l'âge avant 30 ans, c'est rare, on a une augmentation quand même, mais qui est moins visible que si on avait le recul pour voir à 50 ans, Mmh. puisque c'est à 50 ans qu'on a le pic, voilà. Mmh. Mais on voit déjà l'augmentation qui est significative dans des classes d'âge où il y en a peu, voilà. Donc Mmh. c'est sûr que si on continue à vacciner, qu'on attend encore 50 ans, l'âge où l'incidence est la plus élevée, on va voir encore, ça va être encore pire, enfin, on peut s'y attendre, logiquement, c'est ça qu'on va voir, quoi. Sans compter qu'il est très difficile de prouver que, en fait, une vaccination à 14 ans, par rapport à un cancer qui se développe à 50 ans, il est vraiment, c'est souvent multifactoriel quand même, Bah, toujours, puisque mmh. les souches qui sont liées au cancer, elles sont quand même assez répandues. Je crois qu'il y a 15-20% de la population féminine qui est porteuse de ces souches à un moment donné, avec une guérison quand même qui est spontanée, qui est de plus de 90%. Mais donc, ces souches, elles sont quand même assez répandues. Et il n'y a pas 15 à 20% de la population féminine qui fait un cancer du col de l'utérus. Donc, il y a d'autres facteurs, forcément, hein. Et puis Et c'est un des facteurs, c'est peut-être pas il est pas systématique, je crois pas alors qu'on le voilà, alors c'est le bon, cas, c'est donc pour savoir si le lien de causalité, il est réel ou si c'est juste une association. Il y a des mmh, critères qui vont dans le sens d'un lien de causalité, mais c'est toujours multifactoriel, hein, donc il y a autre mmh. chose, quoi. Voilà. Et en plus là, dans la campagne de vaccination dans les collèges, on vaccine aussi les garçons Oui, parce que, alors ce serait aussi, en lien avec des cancers, des testicules, ou non, 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 peut-être, c'est non, c'est pas ça? la raison, c'est que ça va, empêcher les cancers de l'oropharynx ou les cancers anals pour les pratiques sexuelles déviantes, enfin Ah déviantes, d'accord. pas disons pas déviantes maintenant parce que non, tout est autorisé, mais je veux dire, voilà, le sexe anal, le sexe, voilà, donc alors ça, j'ai regardé un petit peu pour cette histoire de garçon. Attends, parce que j'avais plein de trucs à vous dire. Voilà. Alors, heu, j'ai cherché des statistiques, il y en a très peu parce qu'en fait, il y en a très peu qui sont atteints de cancer de l'oropharynx lié au HPV. Il y aurait 1 400 cas en France avec un taux de survie à 5 ans de 75 à 85%. Donc il y a pas vraiment beaucoup de décès, quoi, c'est pas une maladie grave et le facteur de gravité, ça serait quand même beaucoup la consommation d'alcool et de tabac. Mmh, Puisque les cancers non liés au virus HPV, ils sont plus létaux, ils sont plus mortels que ceux liés au HPV. Et ceux qui sont liés au HPV, lorsqu'il y a consommation d'alcool et de tabac, il y a plus de risque de décès. Voilà. Donc le facteur, ça serait plutôt l'alcool et le tabac que le virus lui-même. Voilà. oui, donc encore une Donc, fois quelque chose de multifactoriel. Mmh. voilà. Donc l'incidence de ces cancers oropharynx chez les hommes, elle augmente, mais elle est encore faible, hein, voilà, donc 4 pour 100 000. Hem, voilà, il est c'est pas, même au niveau mondial, c'est pareil, c'est pas une grosse cause de cancer. Mmh.
C'est pas quelque chose qui est un problème de santé publique majeur, quoi. En tout Enfin, cas, moi, j'ai pas trouvé, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de statistiques sur le nombre total de décès par cancer en Europe, de cancer oropharynx ou anal par ce virus, enfin ce papillomavirus, alors que les effets indésirables, les on en a indésirables des sont tonnes, très quoi. Voilà, importants et voilà. Il voilà. y a presque, oui, comme vous disiez tout à l'heure. Donc alors attendez, je remonte dans mes notes sur les effets indésirables. Alors, récemment, donc déjà on va parler de l'ANSM. Dans son rapport de 2024, bon, il y a évidemment, je vous rappelle qu'il y a une sous-notification énorme, donc les chiffres, ça veut pas dire que c'est exactement le nombre d'effets indésirables, hein. Il y avait 110 effets indésirables graves, dont un décès, 5 mises en jeu du pronostic vital, 10 incapacités, donc à vie, 36 hospitalisations, voilà. Il y avait 95 effets indésirables graves qui étaient non rétablis, 2 Guillain-Barré, voilà. Donc c'est déjà pas mal. Pour l'Agence européenne du médicament, il y avait dans les effets indésirables des avortements spontanés, des aménorrhées, des pertes de la vue, des cancers, décès. Il y a 515 décès dans la base de données. Ça veut pas dire que c'est officiellement lié, mais il y en a quand même 515 qui ont été répertoriés et analysés et triés, quoi. Des Guillain-Barré, voilà. Et alors, il y a beaucoup de problèmes d'auto-immunité avec ce vaccin, puisque il y a des protéines du virus qui sont semblables à des protéines humaines. Donc, quand on injecte les protéines du virus, on va fabriquer une auto-immunité chez la personne vaccinée. Elle va s'attaquer elle-même, attaquer elle-même ses protéines, voilà. Et il faut aussi remarquer que la dose d'antigène dans ces vaccins, elle est très élevée par rapport, par exemple, au vaccin hépatite B, quoi. Et donc, ça explique. En plus, il y a beaucoup d'aluminium, il y a une grosse dose d'aluminium qui est un adjuvant qui stimule l'immunité. Donc, ça explique ces Et qui peut similitudes. créer, il faut peut-être le rappeler, des myofascites à macrophages, notamment. Voilà, bon, on ne va pas détailler tous les effets, mais en plus, on a trouvé dans le vaccin, on sait maintenant, c'est officiel, qu'il reste de l'ADN du virus qui s'accroche aux Oui, particules en grande quantité. d'aluminium, qui s'accroche aux particules d'aluminium et qui est protégé des enzymes naturelles qui sont censées le détruire. Et donc, cet ADN, il peut faire tout un tas de problèmes. On sait qu'il peut aller jusqu'au cerveau avec l'adjuvant aluminique et provoquer des problèmes neurologiques, des problèmes auto-immuns. Enfin, voilà. Tout ça, c'est vraiment. En gros, c'est une Il y a catastrophe, ce vaccin. voilà, il y a plein de publications. Là, j'ai trouvé récemment une publication par le professeur Yehuda Scholfeld, qui est le spécialiste mondial de l'auto-immunité, qui décrit un arrêt cardiaque et un décès après la 3e dose de Gardasil, voilà, chez une personne qui avait déjà fait à la 1re et à la 2e dose des problèmes cardiaques, voilà. Et on a voulu À 3 doses. insister. Alors en France, je crois que c'est 2 qui est recommandé pour les Voilà, adolescents. voilà. Donc, enfin, bon, oui, bon, le lien avec l'auto-immunité s'est démontré. Il y a tout un tas de maladies, dont, par exemple, j'ai trouvé une ophtalmopathie thyroïdienne. Voilà, c'est une similitude moléculaire entre le virus et une protéine de la maladie de cette ophtalmopathie. Voilà. Et bon, on sait maintenant qu'il y a un lanceur d'alerte qui a prévenu Merck sur les risques d'auto-immunité. Il a fait une publication, mais Merck a ignoré cette alerte. Oui, comme d'habitude. Et alors, les vaccins, donc cette année, ils vont rajouter les vaccins contre les méningocoques A, C, W, Y pour les adolescents. On revient pas sur les vaccins obligatoires pour les jeunes enfants, mais ces vaccins ont déjà été rajoutés dans les obligations vaccinales pour les enfants depuis le 1er janvier 2025. Là aussi, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'avant, ce qui était obligatoire pour les enfants, je crois que c'était contre les méningocoques C. Oui. Et le B était pas obligatoire. Et maintenant, ils ont rajouté A, W, Y, mais mixé au C avec le B à part. Enfin, et en gros, on arrive à 15 vaccins, en fait, bon, maintenant. Après, c'est difficile de compter le nombre de vaccins parce qu'il y a des vaccins qui sont groupés dans les injections, il y a des rappels, voilà, donc c'est difficile. Ça devient compliqué. Et donc, il faut rappeler que... Adolescents, voilà.
Voilà, ce vaccin méningocoque C, il existe depuis des années déjà. Il a été rendu obligatoire en 2018, mais il était déjà largement pratiqué. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la souche C, elle ne circule plus. C'est toujours la même chose, hein. Quand on vaccine toute une génération, bah, on élimine cette souche-là, alors qu'elle est encore présente dans le vaccin obligatoire. Donc, on a un vaccin, pardon, obligatoire dont une des souches ne circule plus. Voilà, bon, déjà, c'est inutile. Et les essais cliniques, ils ont juste montré qu'on fabrique des anticorps, mais pas du tout la protection contre la maladie, donc on ne sait pas. Voilà, donc ça, c'était pour les bébés, donc c'est pareil un peu pour les adolescents, hein. Je suppose, j'avoue que j'ai pas regardé en détail s'il y avait Oui, mais on nous dit qu'il y a une recrudescence des cas de méningite dus à des méningocoques. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors, c'est très fluctuant, comme le dit le docteur Delorgeril dans un article qu'il a fait là sur son blog. C'est très fluctuant, il nous donne les courbes officielles. Ça dépend d'une année sur l'autre, donc ils profitent de l'année où il y a beaucoup de cas, enfin plus de cas pour dire, vous voyez, il faut vacciner, mais ça peut très bien diminuer ensuite, quoi. Donc voilà, c'est comme la grippe. C'est imprévisible. Voilà, c'est imprévisible. Non, la grippe, voilà, c'est différent. C'est pas comme la grippe. Parce que en fait, c'est des souches qui. Beaucoup de gens sont porteurs de la souche, mais ne font pas de maladie, hein. C'est quand même souvent chez les adolescents, chez les jeunes adultes, c'est des prédispositions, c'est dû à l'âge. Enfin voilà, c'est tout un tas de facteurs qui font qu'on fait la maladie, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont porteuses de la souche. D'accord. Mais le fait qu'on fasse de la vaccination, ça va faire alors du coup, pareil, une sélection comme pour les HPV, des sélections de souches en fait. Certaines vont disparaître, d'autres vont apparaître. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec des vaccins qui sont à côté de la plaque, quoi, en gros. Voilà, moi j'avais suivi un séminaire à l'IHU en 2019 par un des spécialistes de vaccins méningocoques, Robert Reed, et il avait dit à cette époque-là que la vaccination de masse, elle allait provoquer le déplacement vers des souches plus invasives, puisque il y avait expansion d'une nouvelle souche W. Alors le type W, il est apparu en 1998, on vaccine contre ça, et d'après les données officielles, les souches émergentes, elles colonisent plus les adultes que les enfants, ce qui n'était pas le cas des souches de l'ère prévaccinale. Voilà. Donc en fait, on sélectionne des souches qui sont contre lesquelles la population est moins immunisée et qui sont plus invasives. Donc c'est toujours la même chose. On joue à l'apprenti sorcier. On sait ce qu'on a au départ, mais on ne sait pas ce qu'on a à l'arrivée. Voilà. Il y a des effets secondaires importants avec ces vaccins? Alors, c'est un vaccin qui est très réactogène, c'est-à-dire qui stimule beaucoup le système immunitaire, de telle sorte que AstraZeneca, lorsqu'ils ont fait leurs essais avec leur vaccin contre la Covid, ils ont commencé l'essai en prenant comme groupe placebo des gens qui recevaient de l'eau salée. Mais ils se sont aperçus que leur vaccin était tellement réactogène qu'ils se sont dit on va modifier le protocole, ce qui est déjà interdit normalement, et à la place de l'eau salée, on va mettre le vaccin méningocoque, parce qu'on sait qu'il est très réactogène, qu'il fait beaucoup d'effets indésirables, et donc comme ça, on verra moins ceux qui sont dus à l'AstraZeneca contre le Covid, vous voyez. Donc il est connu, ce vaccin, comme étant très réactogène. Donc là, ce qui est prévu à la rentrée dans les collèges, pour les classes de 4e, 5e, et les adolescents d'à peu près l'âge de 12 ans, c'est de leur faire en même temps, le même jour, dans un bras et dans l'autre, le vaccin méningocoque et le vaccin Gardasil contre le papillomavirus, qui sont 2 vaccins qui sont dangereux. Donc, on va en plus augmenter le risque d'effets indésirables graves. Voilà. D'accord. 2 vaccins réactogènes. Le même jour. Le même jour. Donc, prudence. Enfin, on peut conseiller une forme de prudence aux parents, quoi. C'est pas obligatoire, donc renseignez-vous. Voilà, c'est pas obligatoire. Il faut se renseigner quand même. Toujours pareil, le bénéfice-risque. Quel est le risque de faire, par exemple, pour un garçon ou même pour une fille, de faire un cancer du col de l'utérus, et quel est le risque de faire un effet indésirable grave, voire un décès, puisque je rappelle que le ministre de la Santé des États-Unis nous rappelle que dans l'essai clinique, le vaccin est 37 fois plus mortel que le cancer du col de l'utérus, qu'il est censé prévenir. Et qu'en fait, il ne prévient pas, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a augmentation dans les classes d'âge vacciné. Donc voilà. Je pense que c'est assez facile de se faire son opinion par soi-même.
pour un vaccin qui n'est que recommandé et pas obligatoire. Alors, il y a une campagne psychologique très forte, hein. Moi, j'ai rencontré beaucoup de mamans qui m'ont dit: «Mais ma fille, elle veut absolument se faire vacciner parce que toutes les copines ont été vaccinées». Ma fille me dit: «Mais maman, tu m'aimes pas, tu veux pas, tu m'aimes pas parce que sinon tu me ferais vacciner», voilà. Ça va jusque-là. Ils accusent les parents de pas aimer leurs enfants parce qu'ils refusent le vaccin. Voilà, donc c'est Mmh. très dur Mmh. pour une mère de refuser, quoi. Mmh. C'est vraiment très, 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 très dur. Ils utilisent tous les Oui, puis moyens. les adolescents, ils ont un côté assez mimétique, ils aiment quand même bien, enfin, ils ont un double côté. À la fois, ils aiment bien être comme les autres, enfin, faire comme les autres, un effet de mode, et puis en même temps, bon, ils veulent, montrer leurs différences, mais surtout par rapport aux parents. Oui, voilà, quand toutes les copines sont vaccinées, moi j'en ai entendu beaucoup des mamans qui m'ont dit: «Mais ma fille me dit: "Mais toutes mes copines sont vaccinées et tu veux pas toi?"» Voilà. Donc c'est dur de Mmh. résister. Il faut avoir une force de caractère. Voilà. Oui, ou des bonnes, explications, ça peut aider, des bonnes explications à leur fournir. Ils peuvent y être sensibles, quand même. Mais est-ce qu'on n'a pas, ça donne quand même une impression petit à petit, où qu'il y a quand même toujours plus de vaccins, toujours plus de campagnes, toujours plus de promotions. Enfin, vraiment les vaccins sont de plus en plus montrés comme des espèces de Graal, enfin de choses qui vont nous sauver d'à peu près toutes, les maladies, avec, en fait, on se rend compte de moins en moins, de tests de sécurité ou de recul nécessaire. En plus, avec l'ARN messager maintenant, il est question de faire des vaccins de plus en plus rapidement, en 100 jours ou des choses comme ça. Et ça touche aussi les animaux, mais bon, restons sur, les vaccins, pour les humains. Est-ce que finalement, ça rentre en lien avec, ce que vous dénoncez dans votre livre, La science face au pouvoir? C'est-à-dire quelque chose où la vaccination est vraiment utilisée pour, une biopolitique qui est de plus en plus, dans une forme de dérive? Oui, c'est-à-dire cette dérive, elle est déjà idéologique depuis 200 ou 250 ans. La vaccination, c'est pas critiquable, hein, c'est déjà c'est 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 censé être un bien de l'humanité, enfin, voilà. Et il y a ensuite l'aspect économique, de profit pour les entreprises, puisque je vous rappelle que depuis 1986, aux États-Unis, avec le Injury Act, et puis après dans le monde entier, des lois qui sont à peu près identiques partout, les fabricants de vaccins sont exonérés de toute responsabilité juridique, pénale, financière en cas d'effet indésirable. Ce sont les États qui payent. Donc pour eux, c'est tout bénéfice. À tel point que le HPV, donc le Human Papilloma Virus de Merck, eh bien, c'est officiel, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, ça se trouve dans des publications officielles. Dans l'entreprise elle-même, on l'appelle Help Pay for Vioxx. C'est-à-dire, c'est le vaccin, les rentes, les profits de ce vaccin vont nous permettre de payer l'amende Mmh. de plusieurs milliards que Merck doit payer pour le Vioxx, qui est un médicament qui a tué des gens aux États-Unis. Donc, Mmh. pour les médicaments, il y a encore des amendes pour les effets indésirables, mais pour les vaccins, non. Donc c'est vraiment, Mmh. c'est une rente assurée, quoi, voilà. Et c'est cette conjonction de cette idéologie vaccinaliste qui date depuis 250 ans et qui était renforcée par, Pasteur en particulier, avec les profits faramineux qui sont faits par les entreprises, qui fait que la biopolitique s'oriente vers la vaccination. Alors on nous accuse toujours, nous: «Oui, vous les anti-vax, vous êtes obsédés par ça», mais il y a de quoi être obsédé parce que, on remplace les soins par des vaccins, voilà, en fait. Mmh. Il Voilà. y a plus de soins, il y a plus que des Il y en a de vaccins. plus en plus pour tout. Vous disiez même une fois qu'ils sont en train de préparer un vaccin, je crois, à ARN messager contre l'acné, c'est ça? Alors ça, c'est possible, oui, j'ai pas vu récemment, mais Ah, il me c'est semble qu'à un possible, oui. moment donné, vous aviez dit ça. Enfin, je veux dire, on se dit: Ouais. «Bon, de toute façon, ils vont réussir à nous trouver des vaccins sur à peu près, tout et n'importe quoi, y compris sur des choses, qui sont pas, dangereuses, quoi». Enfin, Et ils assimilent tout ce qui peut être assimilé au mot vaccin, au maximum. C'est-à-dire que, par exemple, on mmh, parle de vaccins anti-cancer. Ce ne sont pas des vaccins, ce sont des thérapies, mais on les appelle vaccins parce que vaccin, c'est auréolé d'un côté positif, non critiquable, voilà. Nous sommes au pays de Pasteur, c'est le bien, voilà. Et donc les ARN anti-cancer, c'est pas des vaccins. C'est des thérapies, qui sont à l'essai depuis 10-20 ans, qui ont montré leur inefficacité, mais qu'on va développer quand même parce que, l'ARN, c'est un peu l'avenir, de toute cette biotechnologie parce que ça coûte pas cher à fabriquer, surtout quand on fait pas les contrôles nécessaires, et ça va très vite. Ils ont construit beaucoup d'usines dans le monde entier, et donc il faut les rentabiliser maintenant,
Et donc, comme les gens sont assez réticents aux vaccinations ARN, parce que quand ils ont entendu parler des problèmes des ARN Covid, ils vont orienter vers les maladies rares, la thérapie génique, les vaccins ce qu'ils appellent vaccins anti-cancer, et aussi les vaccins ARN pour les animaux. Parce que là, ils sont sur les starting blocks pour les lancer, parce que ça va être leur source de revenus. Ça va être une rente pour les animaux, les animaux de compagnie, les animaux domestiques, les animaux d'élevage. Ils vont essayer de faire passer tout en ARN. C'est certain. Oui, mais y compris même les 3/4 des vaccins existants pour nous. Enfin, je pense Alors, que ce qui pour va être. nous, pour les humains, c'est pas vraiment le cas. Je vous l'ai montré pour la grippe, comme j'explique dans mon livre. Bon, je ne vais pas tout revenir là-dessus, mais c'était prévu depuis 2009 qu'on fasse des vaccins géniques contre la grippe, c'est-à-dire ADN ou ARN. Depuis 2009, ils ont profité de la Covid pour le lancer sur le marché, mais il n'y a toujours pas de vaccin grippe ARN parce que ça ne fonctionne pas. Et les gens sont réticents. Donc, pour les autres vaccins, en général, surtout les vaccins pour les nourrissons, non, il n'y a pas de vaccin ARN qui est prévu pour l'instant. Il y a tout un qu'il y en avait quand même en cours de développement sur à peu près tous les vaccins classiques aujourd'hui. Il y a déjà ils sont déjà en développement sur des versions ARN messager. Oui, il y a tout un tas d'essais cliniques. Développement, mais ça veut dire ils cherchent. Il y a tout un tas d'essais cliniques qui sont en cours, mais si vous voulez, ça ne veut pas dire que ça va être mis sur le marché. Ce que je disais, c'est aussi pour maintenir les cours de bourse. Parce qu'il faut dire, voilà, on a un essai qui est en cours, ça marche bien. Par exemple, le dernier essai, je ne sais plus lequel, enfin, souvent, ils font un communiqué de presse, mais sans qu'il y ait une publication scientifique relue par les pairs, quoi, voilà. Et c'est juste pour maintenir le cours de bourse. Donc, il faut faire attention à ça. Tout le monde dit, oui, les vaccins. Moi, 10 fois par jour, on me demande, mais c'est un vaccin ARN, ce vaccin classique? Je dis, mais non, pour l'instant, les seuls vaccins humains ARN, c'est les vaccins Covid, le vaccin contre le VRS pour les personnes âgées, le Moderna mRESVIA, et pas ni la Rexvi ni la Brisvo, ce n'est pas des vaccins ARN, et les vaccins pour animaux. Donc, en France, on a la chance d'être le seul pays qui vaccine tous les canards contre la grippe aviaire, avec au choix 2 vaccins, dont un vaccin ARN auto-amplifié, ce qui est encore pire, Jean-Marc Sabatier en a beaucoup parlé, que les vaccins, ARN qu'on connaît Covid, puisque c'est encore plus, on connaît encore moins la quantité de principes actifs, ce qui va se passer dans le corps du vacciné. Il y a encore plus de possibilités de shedding, c'est-à-dire d'excrétion et de contamination de non-vaccinés. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. Et donc, pour les animaux, c'est déjà les vaccins auto-amplifiés, donc ils sont déjà, là j'avais fait une présentation, aux États-Unis, chez les chats et les chiens, chez les porcs, c'est en développement sur les bovins, mais ce n'est pas encore commercialisé. Et donc, en France, on a juste les canards. Voilà. Mais oui, tout ça, et en précisant bien, parce que j'ai vu passer moi des commentaires des fois sur les réseaux sociaux, donc ils sont autorisés par l'ANSES pour les poules aussi, les volailles, mais pour l'instant, j'ai demandé à l'ANSES, j'ai posé la question, donc ils m'ont répondu par mail il y a 1 mois ou 2, ça n'est pas utilisé pour l'instant pour d'autres animaux que les canards. Voilà, ça c'est la version officielle. Voilà. Après, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des éleveurs, mais bon, ça, moi, j'ai pas été vérifié dans les fermes s'ils vaccinaient leur poulet avec un vaccin qui est autorisé, mais qui n'est pas commercialisé. Enfin bon, c'est compliqué. En tout cas, officiellement, voilà, il y a que les canards. Et pas tous, mais bon, comme on ne sait pas. Et les vaccins ARN messager auto-amplifiants, contre le Covid, il y en a quand même un qui a été autorisé par l'Europe contre le Covid. Comment il s'appelle déjà l'Arcturus, le Kostaive, qui est commercialisé au Japon et qui a déjà montré, au bout de quelques mois, beaucoup d'effets indésirables. Voilà. Mais il a été quand même autorisé en février dernier, je crois, au niveau de l'Europe. Je crois pas que, je sais pas après, il n'est pas en tout cas utilisé en France. Mais voilà. Non, il n'est pas commercialisé. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une certaine réticence quand même au niveau des fabricants et des autorités, parce qu'ils comprennent vaguement que c'est pas la panacée, que c'est dangereux, et la population aussi, elle n'est pas prête à se faire injecter ce genre de truc. Voilà. D'accord.
Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer, une conclusion Voilà, générale? restons vigilants. Là, en ce moment, moi, je travaille sur la dermatose nodulaire des vaches, donc c'est aussi le scandale de l'été, voilà, on essaye de comprendre ce qui se passe et j'ai bien peur que la réponse soit pas la plus adaptée. La réponse Oui, que officielle soit ce pas la soit plus pour vendre un adaptée. vaccin Voilà, pour non, vendre un vaccin alors que non. c'est pas tellement l'histoire du vaccin, c'est l'histoire d'abattage. Enfin bon, ça, on est en train de travailler sur un Mmh. article là-dessus. Bon, j'ai déjà déposé sur ResearchGate pour ceux qui s'intéressent, mais on va le renforcer avec d'autres arguments, quoi, pour comprendre justement l'intérêt, les arguments économiques qui expliquent la réponse officielle à la dermatose nodulaire. C'est D'accord. pas que scientifique, c'est aussi économique. C'est compliqué, c'est complexe, hein, c'est sûr, hein, Mmh. Mmh. mais c'est voilà. Très bien. Ben, Hélène Banoun, je vous remercie pour cet entretien et puis Merci à je vais vous vous, souhaiter une bonne rentrée vous aussi. et À à très bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.